Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne maternelle Doula Défait. Je m'appelle Mélanie et je suis doula. Ici, je vais vous présenter des vidéos parlant de maternité, de grossesse et d'accouchement. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, je vais retracer avec vous l'histoire des accouchements en France en vous racontant comment nous sommes passés d'un accouchement qui se déroulait majoritairement à la maison entouré d'autres femmes à un accouchement qui se déroule majoritairement à l'hôpital entouré de praticiens médicaux. Pendant très longtemps, les femmes, elles accouchent à la maison, entourées d'autres femmes qui sont plus ou moins expertes dans le domaine des naissances. Les naissances, elles ont lieu dans un espace connu, dans un espace où on vit, où on mange, où on dort, mais aussi dans un espace où on meurt. C'est un espace cyclique. C'est un espace où les mères ont accouché avant, la mère de la mère qui accouche, les femmes, les ancêtres, la vie de la famille. C'est un espace où se déroulent les traditions. C'est en accouchant dans ce lieu, on fait partie à part entière d'une communauté, dans un village, dans une maison. On appartient à la tradition des femmes qui accouchent, qui enfantent dans ce lieu-là. Dans la maison, l'accouchement a lieu dans la pièce de vie commune, là où se trouve la cheminée, afin de pouvoir maintenir une chaleur essentielle pour la mère et pour le nouveau-né. On maintient la pièce comme un espace clos pour empêcher le froid de rentrer, mais également pour se protéger des éventuels mauvais esprits. Autour de la mère à venir, il y a toute une communauté de femmes qui sont dirigées par la matrone, qui est celle qui va aider la femme à enfanter. Elle est formée par l'expérience à force d'accompagner des naissances. Souvent, elle est fille ou nièce de matrone et elle a acquis la confiance des villageoises par sa présence auprès des parturientes. Généralement, elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle a la confiance du curé, la bénédiction du curé qui s'assure qu'elle est capable de réciter les formules du baptême en cas de complications pour le nouveau-né. Les autres femmes autour de la femme accouchant sont des parentes, des amies, des voisines, arrivées dès le début du travail afin de préparer le nécessaire pour la naissance, le linge, le lit, le feu, l'eau chaude. Elles parlent de leurs propres accouchements tout au long du travail et aident à dissiper l'angoisse de la future mère. Elles sont là pour l'accompagner au mieux. Et une fois le bébé arrivé, elles lui procurent les premiers soins, le lavent, l'emmaillotent, mais elles s'occupent également de la mère et de la pièce à vivre. Les premiers jours après la naissance, elles vont également être présentes pour aider dans la maison le temps que la nouvelle mère se remette de l'accouchement. La naissance est ainsi un véritable rite de passage pour les femmes, duquel sont exclues les jeunes filles qui ne sont pas encore à un âge d'être mariées ou qui n'ont pas encore eu d'enfants, mais également les hommes, à l'exception du futur père, qui peut avoir ainsi un rôle en cas de complications du travail, mais également dans certaines régions, il peut avoir un rôle pour le nouveau-né en l'enveloppant dans sa chemise contre lui dès sa naissance. Lors de cet accouchement, la femme peut prendre la position qui lui convient le mieux. Selon les régions, il y a des positions plus ou moins utilisées. Semi-assise avec des coussins derrière les reins, debout ou accroupie, à genoux. La douleur, elle fait également partie complète de ces enfantements et elle est même considérée comme inévitable car nous sommes dans une société encore très religieuse et selon la religion chrétienne, il est dit « tu enfanteras dans la douleur ». À cette époque, la mortalité des femmes enceintes est très élevée, elle avoisine les 10%, mais elle est due à différentes choses, une mauvaise présentation du bébé, de la fièvre, des hémorragies. L'hôpital est réservé aux femmes les plus pauvres ou aux filles mères, mais c'est un lieu d'assistance plus qu'un véritable lieu de soins, et la mortalité y est plus haute qu'à la maison. À partir du XVIIe siècle, les accouchements ne sont plus assurés uniquement par les femmes. Les médecins accoucheurs commencent à s'inviter dans les chambres des parturiantes. Dans un premier temps, les chirurgiens sont appelés auprès des femmes dont le bébé est mort. Puis ils commencent à s'intéresser de plus en plus au moment où les accouchements se passaient bien. Ils rédigent des traités obstétriques et veulent faire des accouchements ordinaires pour augmenter leur pratique et gagner davantage.
Dès les années 1650, les chirurgiens accoucheurs pratiquent de plus en plus d'accouchements, notamment auprès de la population bourgeoise et aristocratique. Cela devient un signe de richesse, même si les chirurgiens accoucheurs ont encore une image effrayante auprès des parturientes. Ils deviennent de plus en plus indispensables auprès des maris qui ne veulent plus voir leur femme mourir en couche. Ils gagnent la confiance des familles en réalisant et en réussissant des accouchements difficiles. Et l'habitude aidant, de plus en plus d'accouchements se font par des chirurgiens accoucheurs auprès de cette population. Les femmes ne veulent plus mourir et elles ne veulent plus voir mourir leur enfant. Elles veulent des bébés en vie. La pratique de l'accouchement se trouve changée par l'arrivée des hommes dans la chambre des accouchés. Le chirurgien accoucheur veut du calme. Il fait donc sortir les femmes accompagnantes. Il veut également que l'air circule dans la pièce. Il fait aérer la pièce, ouvrir les fenêtres et réduire le feu. La femme se retrouve donc seule devant le chirurgien accoucheur dans une position qu'il lui impose, la position allongée sur le dos. C'est la position la plus commode pour lui, mais qui va rendre la femme plus dépendante encore. C'est la position jugée la plus décente également. Les femmes utilisant d'autres positions sont assimilées à des bêtes. De plus, c'est une position qui permet au médecin d'être confortable et de voir le col, la femme allongée et lui assis en face. Avec les chirurgiens arrivent de nouveaux instruments, les leviers et les forceps. Ces instruments amènent un appui supplémentaire pour imposer les chirurgiens accoucheurs. En effet, ils sont les seuls à avoir officiellement l'autorisation de les utiliser. Les matrones et les sages-femmes, même instruites, n'ont pas le droit de s'en servir. Ces instruments représentent un véritable progrès. Les bébés ont de moins en moins de chances de rester coincés dans le bassin. Les accouchements vont de moins en moins apparaître comme un acte naturel. Il devient nécessaire d'avoir recours à un homme de science pour que cela se déroule correctement. On commence à basculer progressivement vers une médicalisation systématique des naissances. Cependant, la majorité des accouchements, elle va continuer d'être pratiquée par des matrones, notamment à la campagne. C'est seulement à partir des années 1750 que les chirurgiens accoucheurs vont commencer à vivement critiquer les matrones. Elles sont accusées de tirer sur tout ce qui se présente à la sortie du col de l'utérus, bras, jambes, tête, sans se soucier des dégâts sur l'enfant. L'important étant avant tout de sauver la mère. Elles sont accusées de sortir l'enfant coincé avec un crochet, le sortant par petits bouts, puisqu'elles n'ont pas l'autorisation d'utiliser les instruments, les outils des chirurgiens accoucheurs. À partir de 1760, le pouvoir royal décide de commencer à donner des formations aux matrones de campagne afin de les transformer en sages-femmes. Des cours itinérants vont avoir lieu de 1759 à 1783 à base de récitation et de travaux pratiques sur des mannequins en osier recouverts de tissu. Les nouvelles sages-femmes ne sont pas choisies par les villageoises, mais elles viennent de la ville où elles ont été formées. Elles sont plus distantes et gardent les pratiques des chirurgiens, aération de la pièce et moins de personnes autour de la parturiente. Elles prennent de la distance par rapport à la douleur, elles ne sont plus celles qui accompagnent, qui encouragent les cris, qui aident à enfanter. Les naissances se passent de mieux en mieux, mais les femmes se retrouvent de plus en plus isolées lors de l'accouchement. À partir de 1803, la formation des sages-femmes, elle s'améliore. Les cours théoriques durent 1 an et se déroulent à la faculté de médecine ou dans les hôpitaux. La pratique, quant à elle, se déroule auprès des accouchés dans les hôpitaux. Les sages-femmes n'ont le droit, théoriquement, de ne pratiquer que les accouchements naturels, sans complications. Et pour tout problème, elles sont obligées d'appeler un médecin accoucheur pour les accouchements difficiles ou les accouchements dits contre nature, ce qui nécessite l'utilisation des outils utilisables seulement par les chirurgiens accoucheurs. Il existe cependant des exceptions, comme la sage-femme en chef à Port-Royal à Paris, qui pratique régulièrement des accouchements au forceps, ou comme les sages-femmes de campagne qui ont très souvent un forceps dans leur trousse. Jusqu'au XIXe siècle, l'hôpital reste encore un lieu qui fait peur, où seules les femmes très pauvres et les filles mères accouchent. Il est encore plus dangereux d'accoucher à l'hôpital, notamment à cause des fièvres qui déciment les nouvelles accouchées. On ne sait pas encore à quoi sont dues ces fièvres. On se contente
d'aérer les locaux et d'isoler les patientes malades. À cette époque, le personnel médical ne porte pas encore de blouse, se lave peu les mains et lave peu les instruments. C'est avec les travaux de Semmelweis, Lister et Pasteur que les médecins acceptent qu'ils soient les vecteurs de transmission des épidémies. À partir de 1870, des politiques de prévention se mettent en place à Paris avec une hygiène rigoureuse, des chambres individuelles, un lavage des pièces après chaque utilisation. Dès 1878, Pasteur montre aux médecins l'importance des pratiques d'asepsie, d'antisepsie et de stérilisation. La mortalité maternelle baisse, l'hôpital cesse de faire peur et devient un lieu où on pratique une médecine qui sauve et qui guérit. À partir des années 1840, les drogues anesthésiantes et analgésiques commencent à être utilisées par les médecins. D'abord pour les chirurgies, en rendant possible les anesthésies, avant de s'appliquer aux accouchements. L'accouchement à la reine, en référence à la reine Victoria, se fait sous chloroforme, la parturiente aspirant quelques gouttes au début des contractions. La douleur cesse et la femme est dans un état de sommeil léger. Même si cette méthode prend de l'essor en Angleterre et aux États-Unis, les médecins français l'utilisent peu, mettant en avant les effets secondaires, comme l'inertie utérine ou les hémorragies de la délivrance plus fréquentes. Les femmes s'informent de plus en plus, elles se regroupent et elles demandent l'administration de drogues anesthésiantes dès le début du travail. Par ce fait, elles deviennent de plus en plus dépendantes des médecins accoucheurs, car les sages-femmes, même instruites, n'ont pas le droit d'administrer des drogues anesthésiantes. En effet, seuls les médecins accoucheurs, considérés comme des hommes de science, sont capables de savoir le juste dosage de ces drogues. De ce fait, ils deviennent les référents d'un bon accouchement sans douleur. Les femmes se tournent de plus en plus vers ces médecins accoucheurs, malgré l'augmentation de leur solitude avec ces accouchements-là. C'est dans les années 1920-1930 que la naissance dans les milieux médicalisés va se répandre, surtout dans les grandes villes. L'État français commence à aider les femmes au moment de leur couche. Pour stimuler la natalité, les salariés les moins payés ont droit à une prise en charge forfaitaire des frais d'accouchement, à un versement d'une indemnité égale à la moitié du salaire pendant 12 semaines et à des allocations mensuelles d'allaitement. La loi fait ainsi de l'accouchement un acte médical. Les femmes s'habituent peu à peu à accoucher dans un lieu médicalisé. L'hôpital devient de plus en plus un haut lieu de technicité médicale, avec des maisons d'accouchement, des lieux de consultation de grossesse, de puériculture, de gynécologie et des laboratoires d'analyse et des dispensaires antisyphiliques. Les locaux sont vastes, aérés, propres et confortables. Malgré cela, l'hôpital garde encore une image très défavorable. Les femmes qui en ont les moyens en ville préfèrent accoucher à la maison avec une sage-femme ou un médecin généraliste. À la campagne, il y a peu de grandes maternités. Les femmes accouchent majoritairement chez elles, accompagnées d'une sage-femme ou dans des toutes petites structures dans lesquelles il y a peu d'outils, peu de moyens et un médecin présent très peu souvent dans la semaine. L'accouchement à la maison reste encore la règle et c'est à partir de 1952 que le changement va vraiment se faire avec des accouchements de plus en plus nombreux à l'hôpital qui deviennent la norme. Dans les années 50, le docteur Lamaze va mettre au point une méthode d'accouchement dite sans douleur. Il s'inspire de recherches de médecins soviétiques. Cette méthode propose une préparation physique et psychique agissant sur l'anxiété et visant à supprimer la douleur. Cependant, tous les médecins ne voient pas cette méthode d'un bon œil. Certains médecins de milieux traditionnalistes, par exemple, sont attachés à ce qui est dit dans la Bible « Tu enfanteras dans la douleur ». D'autres trouvent cette méthode trop coûteuse en personnel, en locaux et en moyens. La méthode se répand cependant dans toute la France de 1953 à 1956. En 1956, les femmes obtiennent la sécurité sociale, le remboursement de 6 puis de 8 séances de préparation. Le pape Pie II donne son approbation de la méthode et les médecins traditionnalistes commencent à y venir. Au cours des années 60 à 80, beaucoup d'évolutions pour la santé des femmes va venir effacer peu à peu cette méthode. La contraception, l'avortement, les échographies, le monitoring. Dans les années 80, la péridurale se généralise. Elle nécessite la présence d'un anesthésiste 24 heures sur 24 au sein des maternités, ce qui va amener la fermeture des petites structures. L'utilisation de la péridurale augmente la surveillance des femmes par des machines et
elle réduit la mobilité des femmes. L'accouchement devient donc de plus en plus technique. L'évolution qui a conduit les femmes à quitter leur foyer pour venir accoucher à l'hôpital a de nombreuses causes, nous l'avons vu. Tout d'abord, l'intérêt nouveau des médecins pour l'obstétrique et leur intérêt pour ce domaine-là avec leur entrée en force dans la chambre des accouchés. Ensuite, la volonté des femmes de ne plus souffrir, de ne plus mourir en couche et de ne plus perdre leur bébé à l'accouchement. Il y a eu aussi les avancées technologiques rendant le milieu hospitalier moins dangereux avec l'intervention de Pasteur qui rend les hôpitaux, qui transforme les hôpitaux en véritables établissements de haute technologie. Et enfin, la médicalisation générale de la société, des naissances et de la petite enfance. Les femmes, elles n'ont pas toujours été à l'origine de tous ces changements, mais elles n'en sont pas victimes pour autant. Pour beaucoup d'entre elles, ce changement dans les accouchements, ça amène plus de sécurité, moins de peur, moins de souffrance et moins de mutilation pour elles et pour leur bébé. Cependant, le lieu où se déroulent les accouchements apporte dans la symbolique des naissances. Le lieu a tout à voir avec les gestes, avec les attitudes qu'il va y avoir autour de la femme qui accouche. Autrefois, l'accouchée, elle était accompagnée, soutenue, rassurée par tout un groupe de femmes qui étaient là pour l'accompagner dans son travail et dans la douleur. Elle permettait de diminuer l'angoisse de la mort qui était présente avec chacune des naissances. Parce qu'on ne savait jamais si la mère allait survivre, si le bébé allait survivre. Voilà, c'était quelque chose qui était présent, qui était là et c'est pas anodin. Cette chaleur, ce soutien affectif, il s'est perdu lors du passage vers les milieux médicalisés. Ce lieu aseptisé et anonyme, un personnel interchangeable, des interventions médicales de plus en plus nombreuses et systématiques. Tout ça, c'est venu remplacer la chaleur des accompagnantes. La souffrance et la mort sont moins présentes, mais au détriment de la richesse affective qui a disparu. Aujourd'hui, on voit apparaître des envies de méthodes plus douces, des demandes de salles d'accouchement nature ou de travail dans l'eau ou d'accouchement dit physiologique. Mais tout ceci, ça demande des moyens en personnel qui ne sont pas présents malheureusement à l'hôpital actuellement. Finalement, ça arrange tout le monde que les femmes soient allongées, les jambes à l'air, dans la position dite gynécologique, parce que c'est plus simple pour le personnel médical qui a peu de moyens et qui est peu nombreux face à tous les accouchements qui ont lieu actuellement. La femme, elle est incapable de bouger, on va plus vite et même si on sait que c'est pas ergonomique, c'est plus pratique pour le milieu médical. Alors la question que je vais poser là pour la fin de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver du pouvoir dans ce moment de la naissance, de l'accouchement, de l'enfantement, lorsque tout semble fait pour nous rendre dépendantes au milieu médical. Ce retour sur l'histoire de l'accouchement montre qu'il n'y a pas d'un côté le bon accouchement traditionnel et le mauvais accouchement médicalisé. La médicalisation des accouchements a permis de sauver la vie de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Avec les avancées technologiques, il était nécessaire de faire venir les accouchements dans des lieux médicalisés, auprès de professionnels formés et capables d'intervenir en cas de complications. La problématique est arrivée avec la dépossession des femmes de leur propre corps, de leur propre puissance lors de l'enfantement. En évinçant des salles d'accouchement les femmes qui accompagnent et soutiennent les parturientes, les médecins accoucheurs ont enlevé de l'humanité au moment où elles devraient être le plus présentes. À l'heure actuelle, on voit revenir la volonté des femmes de devenir actrices lors des accouchements, de choisir, de s'informer, de ne pas subir et de ne pas souffrir. Et pour reprendre possession de ce moment si important dans la vie des mères, il est nécessaire de réapprendre la physiologie de l'enfantement. Savoir comment et pourquoi se succède chaque étape est primordial et savoir ce que ça implique permet de garder en puissance et de pouvoir prendre des décisions en conscience et de ne pas être spectatrice de son enfantement. La médicalisation est parfois nécessaire, elle peut même être vitale, mais elle ne signifie pas forcément une parturiente passive qui subit. Chaque décision prise en conscience fait gagner de la puissance, augmente le pouvoir décisionnel et rend les changements de route moins angoissants. Chaque choix peut appartenir à la femme qui accouche, même dans l'urgence.
Le changement de regard sur l'accouchement dépend de chaque femme, de chaque information qui sera partagée, de chaque personnel soignant qui aura à cœur de soutenir la volonté des femmes enceintes et de chaque personne qui partagera son savoir. Voilà, c'est la fin de cette toute première vidéo sur ma chaîne Maternelle Doula des Fées. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis abonnez-vous si mon contenu vous plaît et que vous avez envie de découvrir la suite au moment de la sortie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.